Je fais partie des 6 fondateurs du journal El Mundo. Tu es en train de me dire que... Publier cela a eu des conséquences négatives pour toi, n'est-ce pas? Le gouvernement de Felipe González? À une époque où l'Euskadita Askatasuna assassinait pratiquement chaque jour, le gouvernement a pris la décision de créer un groupe terroriste pour assassiner l'Euskadita Askatasuna. L'affaire Code Cabezudo commence en 2013, c'est la première plainte. Probablement le délinquant sexuel le plus grave qu'il y ait jamais eu en Espagne. Code Cabezudo était un photographe très connu de Saint-Sébastien et il a violé des dizaines de femmes. Il a enregistré tout cela en vidéo et les publié sur des sites pornographiques se payant. Pourquoi le protégeait-il? Il y avait quelque chose derrière tout ça qui rendait cette personne pratiquement intouchable. Devant le tribunal, Code Cabezudo déclare détenir des vidéos montrant des hommes politiques, journalistes, juges, policiers et militaires. Il le dit, pas moi. Après Mediaguard aujourd'hui comme présentateur vedette de la chaîne, un type qui a participé en tant que protagoniste masculin dans des séances de pornographie infantile. Oh là là! Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Factoria. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir l'un des journalistes les plus courageux qu'ait connu l'Espagne, le grand Melchor Miralles. Il a révélé des affaires comme les groupes antiterroristes de libération et celles de Code Cabezudo dans ce pays et les conséquences qu'il a subies pour être un journaliste qui cherche la vérité, chose qui, à mon avis, manque cruellement aujourd'hui. Elles ont été terribles. Comment vas-tu, Melchor? Comment ça va? Très. Merci pour D'être venu, heureux d'être ici avec toi, Jota, un plaisir. authentique, merci. Melchor, pour que les gens se familiarisent un peu avec ta personne, ton parcours, ta carrière, comment te décrirais-tu ou comment décrirais-tu toute cette vie professionnelle? Eh bien, Jota, je ne suis ni plus ni moins qu'un journaliste. Et le journalisme est un métier qui, à vrai dire, traverse une période critique, mais c'est un métier qui consiste en quelque chose. Qu'a priori, c'est simple. Il s'agit de savoir ce qui se passe. Et pour cela, il faut être dans la rue, prendre le pouls de la situation. De la vie. Une fois que tu as appris quelque chose, t'informer, chercher la vérité. Une fois que tu t'es informé, vérifier la véracité des informations que tu as. Et une fois que tu as l'information, la publier. Que ce soit dans un média, écrit, à la radio, à la télévision, dans ce à quoi tu te consacres. J'ai touché à toutes les facettes du métier et la publier, quoi qu'il en coûte. Même si celui qui tombe, c'est toi. C'est ça le journalisme. Et je dis toujours que nous, les journalistes, quand nous exerçons notre métier, nous n'exerçons pas notre droit à la liberté d'expression, nous n'utilisons ce droit que lorsque nous donnons une opinion. Quand nous informons, quand un journaliste reçoit une information, est-il le dépositaire ou l'intermédiaire d'un droit qui ne nous appartient pas ? Qui est le droit de tous les citoyens à recevoir des informations. Et donc une information n'appartient pas aux journalistes ni aux médias pour lesquels ils travaillent. Une information est aux citoyens et c'est pourquoi un journaliste est obligé de publier toute information qu'il possède. Peu importe qui cela dérange. Et comme je vous le disais au début, que tombe qui doit tomber, même si celui qui tombe, c'est toi. Je dis toujours que je serais aujourd'hui multimilliardaire si j'avais consacré ma vie, au lieu de remplir mon devoir de publier, à ne pas publier les choses que j'ai publiées. C'est ça, le journalisme, le métier auquel j'ai consacré ma vie et le métier que j'aime. Alors, tu es en train de me dire que le fait d'avoir publié ce que tu as publié a eu des conséquences négatives dans ta vie, n'est-ce pas? Eh bien, veuille te dire, je ne changerai rien dans ce sens-là. Rien dans ma vie qui m'a causé du tort. Oui.
quelles ont été les plus grandes publications, ou disons les publications ayant eu le plus de conséquences, hein, pour toi, ton entourage et la société en général, le plus grave? Eh bien, hein? J'ai consacré de nombreuses années à l'enquête sur les groupes antiterroristes de Libération, un groupe terroriste organisé et financé par le gouvernement socialiste de Felipe González, pour assassiner des terroristes de l'Euskadi à Askatasuna, et durant les mêmes années, pour informer et enquêter sur les activités terroristes de l'Euskadi à Askatasuna. Cela m'a causé d'énormes préjudices. À 2 reprises, l'Euskadita Askatasuna a voulu me tuer. Ce n'est pas seulement qu'ils m'ont menacé, car ils m'ont menacé à de multiples reprises, mais à 2 reprises, j'y ai échappé. D'être assassiné parce qu'ils sont venus pour m'assassiner. Une fois chez moi et une autre fois lorsque je tournais à Séville. Et j'y ai échappé. La Guardia Civile a arrêté le commando d'Andalousie, c'est pourquoi ils ont arrêté. Lorsqu'ils les ont arrêtés, ils ont demandé « Que ferez-vous ensuite ?» Ils ont répondu « Lundi, nous allions tuer Melchor Miralles. S'ils n'avaient pas été arrêtés, je ne serais pas ici aujourd'hui. Et à cause de toutes ces menaces, hein, j'ai vécu 12 ans de ma vie avec une escorte policière, ce qui est quelque chose de très désagréable. Hein, mais c'est ce qui m'est arrivé. Et ensuite, hein, avec l'affaire Code Cabezudo, eh bien, ça m'a coûté l'ostracisme professionnel, le fait qu'on m'ait viré. Des médias avec lesquels je collaborais, c'était de ça que je vivais. Hein. Concrètement, de la télévision espagnole et de la chaîne 4 du groupe Mediaset de l'émission de Risto Mejide. Et ce sont des conséquences et des préjudices. Mais j'insiste, j'agirai de la même façon que j'ai agi. C'est-à-dire, j'aime mon métier, j'aime ma profession. Et donc, je ne regrette pas d'avoir publié les choses que j'ai publiées. Au contraire, je suis très fier d'avoir rempli mon devoir du mieux que j'ai pu. Et Je voudrais discuter rapidement des groupes antiterroristes de Libération avec toi. Quel impact cela a-t-il sur toi et comment reçois-tu ces informations? Et surtout, quelle est la réaction des médias? Quand tu viens avec des informations concernant EH, cette affaire en question? Eh bien, je travaillais alors dans un journal qui s'appelait Diario 16 et j'étais responsable des informations liées à l'intérieur, au ministère de l'Intérieur. Des sujets policiers, du terrorisme de l'Euskadi à Askatasuna et les groupes antiterroristes de Libération apparaissent. Et alors? Et donc c'était à moi que cela incombait, c'était dans le cadre de ma responsabilité au sein du journal. Et Qu'est-ce que c'est? les groupes antiterroristes de Libération, les groupes antiterroristes de Libération, groupes antiterroristes de Libération, c'est-à-dire le gouvernement de Felipe González, le gouvernement du Parti socialiste ouvrier espagnol de Felipe González. EH, à une époque où l'Euskadi à Askatasuna assassinait pratiquement chaque jour, l'Euskadi à Askatasuna EH circulait en France, les membres de l'Euskadi à Askatasuna comme Pedro, comme chez eux, et le gouvernement de González n'y arrivait pas. Que la France, que le gouvernement français agisse contre les terroristes de l'Euskadi à Askatasuna. Et alors, le gouvernement a pris la décision de créer un groupe terroriste pour assassiner les Euskadi à Askatasuna en France. Et alors, quand ont commencé les groupes antiterroristes de Libération? J'ai commencé à enquêter avant même l'apparition du sigle Groupes antiterroristes de Libération qui a tardé à sortir. J'ai commencé à enquêter sur les assassinats et j'ai commencé à publier. Qu'il y avait derrière ces assassinats de membres de l'Euskadi à Askatasuna en France, des fonctionnaires de police espagnols. Et les pressions du gouvernement de González sur Diario 16, le journal dont le directeur était Pedro J. Ramírez, eh bien les pressions ont été d'une telle ampleur que le propriétaire du journal a posé un ultimatum à Pedro J. Ramírez, à mon directeur, qu'il devait me licencier et que nous devions arrêter d'écrire sur les groupes antiterroristes de Libération. Et j'ai eu la chance que mon directeur m'ait défendu. Et il a dit à Juan Tomás de Salas, le propriétaire de Diario 16, que non, qu'il n'allait pas me licencier, ni que nous allions arrêter d'informer sur les groupes antiterroristes de Libération. Et alors, ils l'ont licencié
Et quand ils l'ont licencié, je suis parti sans qu'on me licencie. Parce que ma dignité m'empêchait de travailler dans un journal où ils avaient licencié mon chef pour avoir défendu mon travail. Et d'autres collègues, quelques collègues de Diario 16 sont également partis. Et alors, nous avons décidé de fonder un journal pour pouvoir publier les histoires que nous avions, et nous avons fondé le journal El Mundo. Et dans El Mundo, nous avons continué à publier sur les groupes antiterroristes de Libération et sur beaucoup d'exclusivités. Tu fais partie de ceux. Des fondateurs du journal El Mundo. Je suis l'un des 6 fondateurs du journal El Mundo. Oui, monsieur. Waouh, ça je ne le savais pas, hein? Oui, c'est l'une des plus belles choses que j'ai faites dans ma vie. C'est-à-dire, fonder un journal, c'est quelque chose. Oui, en plus, ça a... Merveilleux. En plus, ça a une répercussion nationale, plutôt bien. Le projet du Mondo et le succès qu'il a eu dès le début. Pour les histoires que nous publions, que les autres ne publiaient pas. Hein? Cela a fait de ce projet un cas qui a été étudié dans des universités comme un exemple de réussite d'un média qui, en très peu de temps, parce que Pedro Jota a été licencié au mois de février 1989, et en février, je pars aussi quand il est licencié. 5 autres collègues partent également. Et en octobre, nous lançons le journal El Mundo, c'est-à-dire qu'entre février et octobre, nous avons été capables de lancer un nouveau journal, qui a eu un succès phénoménal. Alors, Melchor, avec l'affaire des groupes antiterroristes de Libération, tu as déjà subi des pressions, mais pratiquement, grâce à cette pression, tu as réalisé le projet de ta vie qui est de lancer El Mundo. Je veux maintenant aborder le sujet qui nous réunit aujourd'hui, car cela m'inquiète. Mais Jota, laisse-moi te dire une chose, je t'interromps une seconde. Les pressions font partie intégrante du journalisme, hein? Et le problème n'est pas tant de recevoir des pressions, le problème, c'est les journalistes ou les médias qui cèdent à ces pressions. C'est comme quand on te menace. Hein, je dis souvent, celui qui veut vraiment te nuire ne menace pas. Celui qui menace cherche autre chose. De t'intimider. Et que tu arrêtes de faire quelque chose que tu es en train de faire. À moi. Chaque pression et chaque menace que j'ai reçue, ce qu'elles ont fait, c'est me stimuler à continuer de faire ce que je faisais. Hein? Et c'est ça le problème. Les pressions ont toujours existé et existeront toujours. Le problème est d'y céder ou non. D'accord. Je comprends parfaitement. Avant de passer au sujet de l'affaire Code Cabezudo, je voudrais te poser une petite question. Penses-tu que le journalisme moderne actuel, même le journal que tu as toi-même fondé, est servile à ces pressions du gouvernement? Voyons se voir. Je pense que nous vivons à une époque où, d'après ce que je vois, il y a beaucoup de propagande et peu d'informations. Hein? Je suis très critique envers les médias et je trouve cela triste à voir. Comme tant de grands groupes de communication sont serviles envers le gouvernement parce qu'ils vivent de la publicité institutionnelle. Hein? Ça me paraît incroyable. Et alors, je suis critique envers la profession, envers mon métier. Et fondamentalement, pour ce que je te dis, je perçois beaucoup de propagande et peu d'informations. J'aime cette critique et je la partage énormément. Et cela a beaucoup plus de valeur et de poids quand cela vient d'une personne qui vient du monde, à mon avis. Melchor, je veux passer à l'affaire Code Cabezudo. Je veux que tu me dises comment tu reçois l'information, l'affaire en elle-même. Je veux que tu expliques tout ça à l'audience. Tout ce qui entoure ce désastre. L'affaire Code Cabezudo commence en 2013. C'est la première plainte de la première des victimes. Et c'est l'affaire d'un photographe de Saint-Sébastien, Code Cabezudo, probablement le délinquant sexuel le plus grave qu'il y ait jamais eu en Espagne. Première plainte en 2013, et moi l'affaire m'arrive en 2015, d'accord. Quand déjà?
L'enquête était en cours depuis 2 ans. Aucun média ne parlait de l'affaire. Qu'il y a des dizaines de femmes qui ont été victimes d'abus sexuels de la part de Code Cabezudo et d'autres personnes. Et Code Cabezudo, c'était un photographe très connu de Saint-Sébastien qui travaillait pour la seule agence de mannequins qui existait à Saint-Sébastien, qui s'appelait First Models, dont le responsable était Monsieur Olasagasti. Et c'était une agence qui bénéficiait de la protection du maire de Saint-Sébastien, à l'époque, le socialiste Oddone Lorza. Parce que la mairie ne donnait de licence à aucune autre agence pour qu'elle puisse y travailler, donc c'était la seule agence. Quiconque voulait devenir mannequin, actrice ou autre à Saint-Sébastien allait chez First Models. Et alors, quand ils arrivaient chez First Models, on leur disait « Tu dois te faire un book photo ». Avec Code Cabezudo et Code Cabezudo dans son studio, eh bien, il faisait des photos qui étaient plus que de simples photos pour un book de mannequin. C'était des photos pornographiques et même il a violé des dizaines de femmes. Cabezudo enregistrait tout cela en vidéo et il les mettait en ligne sur des sites pornographiques payants. Et une bonne partie des victimes, au moment des faits, étaient en mineurs. D'accord, alors. 2013, première plainte contre Code Cabezudo. Cela ne sortait nulle part. Et moi, je reçois l'affaire. Je ne peux pas dire comment elle m'est parvenue. Non, il faut protéger les sources. Oui. Et je la reçois en 2015. Et moi, à l'époque, j'avais une société de production. Et donc à moi, quand je reçois l'affaire, à la personne qui m'informe de l'affaire, je lui dis « Si ce que tu me racontes est vrai, bien sûr que je vais le raconter. » Parce qu'on me disait « Personne ne parle de l'affaire. » Et j'ai dit « Bon, eh bien moi, je vais enquêter. » Et une fois que j'ai vérifié que c'est vrai, tu ne doutes pas que je vais en informer. Alors j'avais une société de production à corps à attacher, avec un site web nommé Sans Filtre. Et donc, je fais une première vidéo dénonçant l'affaire, une vidéo qui s'appelait Objectif pervers. Et je commence à informer, à travers ma société de production, de l'affaire Code Cabezudo. L'affaire était instruite dans un tribunal de Saint-Sébastien et elle était instruite par une juge. Elle s'appelait Ana Isabel Pérez Asenjo. Il est important que les gens se souviennent de ce nom. Parce que cette femme, la juge d'instruction, pendant des années, a protégé Code Cabezudo. Elle ne décrétait pas son incarcération, même si l'avocat des victimes, Mario Diaz, demandait son incarcération. Pourquoi donc? Ce n'est pas une affaire de parole contre parole. Il dit qu'il y a des vidéos, c'est-à-dire que ces viols ont été enregistrés et que ces enregistrements ont été mis en ligne sur des sites pornographiques. Et il n'entrait pas en prison. Code Cabezudo et MMM jusqu'à l'année 2018, où l'avocat Mario Diaz fait une vidéo qui est devenue virale le 8 mars. Et après avoir rendu cette vidéo virale dans laquelle il dénonçait, comme la juge ne décrétait pas la prison pour Code Cabezudo et même MMM, réservait un traitement infâme aux victimes, c'est-à-dire pour les victimes. C'était un calvaire, se rien de s'y rendre au tribunal chaque fois qu'elles étaient convoquées pour témoigner, et cela à la suite d'une plainte déposée par les victimes. Contre cette juge, l'audience de Saint-Sébastien a écarté Ana Isabel Pérez Asenjo de l'affaire pour ne pas avoir rempli son obligation d'enquêter sur le dossier. Et l'enquête est confiée à un autre juge qui, dès qu'il reçoit l'affaire, étudie le dossier et décrète. Année 2018, l'incarcération de Code Cabezudo, c'est incroyable. Depuis 2013, 5 ans. C'est-à-dire, aujourd'hui,
Imagine-toi, Jota, que quelqu'un se rend au tribunal en apportant des vidéos de viol qui ont ensuite été mises en ligne sur des sites pornographiques. Payants, qu'il fallait payer 14,95 € pour accéder à ces images. Combien de temps cela prend-il pour entrer en prison? Ce type en ça, 0, bon, donc Code Cabezudo, protégé par Ana Isabel Pérez Asenjo et par d'autres, juges de Saint-Sébastien. Jusqu'en 2018, il n'est pas entré en prison. Pourquoi le protéger, a-t-il? Il y avait quelque chose derrière qui rendait cette personne pratiquement intouchable. Voyons voir. Tout ce que je dis, ce ne sont pas des conspirations ni des suppositions. Tout ce que je dis est méré et basé sur eh bien, nous sommes venus psiasuec, frustrants. Il y a une vidéo, il y a un documentaire produit qui s'appelle Au nom d'elle, qui est sur Netflix que l'on peut regarder. Dans lequel cette vidéo est diffusée. Dans lequel, lors d'une déclaration devant le tribunal, Code Cabezudo dit qu'il possède des vidéos. Des vidéos sexuelles dans lesquelles, selon lui, apparaissent des hommes politiques, des journalistes, des juges, des policiers, des militaires. C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Avec des mineurs et avec des majeurs, il dit qu'il a des vidéos sexuelles dans lesquelles apparaissent, et il fait toute une liste, il dit, des policiers, des militaires, des journalistes, des avocats, des politiciens d'un parti et de l'autre, et ensuite il y a des témoignages devant le tribunal qui indiquent que le maire de Saint-Sébastien, Monsieur Elor, serait une personne clé dans la structure de recrutement. De jeunes filles de la part de Code Cabezudo. Pour la protection qu'il fournissait à l'agence First Models et parce qu'il finançait Code Cabezudo. En étant maire avec de l'argent public. Exposition, livres, alors qu'il y avait de nombreux photographes à Saint-Sébastien qui ne recevaient aucune subvention, Code Cabezudo recevait des subventions et du soutien. De haut, monsieur Elorza, hein? Et là, des témoignages devant le tribunal parlent de fêtes à haute tension sexuelle qui se tenaient dans un chalet de Saint-Sébastien, auxquels il fournissait des filles. Coach Cabezudo. Des fêtes qui étaient organisées par une magistrate de l'audience de Saint-Sébastien du nom de Yolanda Domenio, à lesquelles assistèrent des personnes très importantes. Ce qui correspond à ce qu'a dit Cabezudo, donc des politiciens, des avocats, des notaires, des journalistes, des personnes importantes de Saint-Sébastien. Alors, tu décides de publier ça? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se trouve que, à ma grande surprise, aucun média ne parle de l'affaire Code Cabezudo. Ce qui m'a vraiment étonné, c'est que c'est moi qui avais révélé l'affaire. Pardon, c'est moi qui l'avais révélée. Quelqu'un révèle une information, d'autres médias, une information importante. À propos d'un violeur en série ayant agressé des dizaines de filles avec une organisation, et alors, et qui a diffusé exactement ces images sur des sites pornographiques payants. Et je me retrouve face à un silence assourdissant, ce qui ne m'a pas étonné parce que c'est la première chose que j'ai faite. Quand j'ai reçu l'information, j'ai commencé à enquêter et à chercher, à vérifier ce qui m'était parvenu. J'ai parlé avec un ami, ancien haut responsable de l'Ertzaintza, la police basque, des années où j'ai travaillé à Bilbao. Et il m'a dit, écoute, je suis à la retraite maintenant, je ne peux pas t'aider, parce que je n'ai plus accès à la documentation et tout ça. Alors tu me demandes, est-ce que je connais Code Cabezudo, l'affaire Code Cabezudo? Melchor m'a dit, je le connais parfaitement, je le connais tellement bien que, en plus d'être journaliste, tu es un ami, parce que nous avons déjà une relation de longue date.
Je te préviens, Melchor, tu n'as aucune putain d'idée d'où tu mets les pieds. Et comme je t'apprécie, je te dis, prends bien soin de toi. Parce que les Galles, c'était une blague, comparé à l'affaire dans laquelle tu t'embarques. Ce sont des gens très dangereux, des tueurs. Donc j'avais déjà été averti par une personne en qui j'ai confiance, que je me lançais dans une affaire délicate. Et je commence à publier et je me rends compte que ce qui se produit, c'est Un vide. absolu. Aucun média n'en parle. Et pour moi, l'ostracisme professionnel est difficile. À l'époque, quand j'étais collaborateur, c'est de ça que je vivais. En plus de mon travail dans ma société de production, je collaborais à la télévision espagnole lors d'un débat matinal et dans l'émission de Risto Mejide sur Cuatro Mediaset. Comment se nomme l'émission de Risto? C'est un mensonge? Et aussi bien à la télévision espagnole que dans l'émission de Risto, hein. Un jour, j'ai évoqué l'affaire Code Cabezudo, et à peine ai-je fini de dire Cabezudo qu'on m'a coupé. C'est-à-dire qu'on a mis de la publicité, une vidéo ou je ne sais quoi. Et on m'a dit, de ça, on ne peut pas parler. Et on m'a remercié. C'est quelque chose auquel je ne pouvais pas croire, non? Mais c'est ce qui s'est passé. Et avec des médias qui se vantent de publier et de raconter la vérité. Eh bien, dans le cas de Risto, Mensonge, de Risto Mejide, son émission s'appelle Tout est un mensonge. Mais il se présente comme des progressistes et il mentionne Code Cabezudo, interruption, mettre une publicité, insérer une vidéo et dis-moi le soleil. Nous en sommes arrivés là. Pourquoi penses-tu cela? Raconte-moi un peu le contexte. J'imagine que tu as beaucoup réfléchi, que tu t'es beaucoup interrogé sur pourquoi ce cas précis a déclenché une alerte aussi forte. Et ça t'a coûté autant? Eh bien, ce que je viens de te raconter sur la déposition de Code Cabezudo devant le tribunal, eh bien, c'est très instructif, non? Ce monsieur a-t-il déclaré lors de l'audition qu'il détient des vidéos sexuelles impliquant des personnes importantes, et ensuite, ce que j'ai découvert, parce que je n'insiste pas, je ne parle pas de conspiration, des gens importants, non? Et moi, j'ai publié 2 noms de 2 personnes importantes. L'un d'eux, Jorge Fernandez, présentateur vedette de A3 Média, de l'émission La Roue de je ne sais quoi. J'ai publié que Jorge Fernandez. Pourtant, elle a été le protagoniste masculin d'une séance. Photographie de Code Cabezudo, de pornographie infantile, dans laquelle apparaît Jorge Fernandez avec une mineure. Tu savais ça? Je n'en ai aucune idée. Tu l'as vu quelque part? Oh, aucune idée. Moi, ce que... Je sais, c'est que l'affaire dont tu me parles me dit vraiment quelque chose, comme le Jeffrey Epstein espagnol. Bon, il peut y avoir des équivalences, mais j'insiste. Et alors, hein? Les images de Jorge Fernandez, c'est moi qui les ai remises au parquet, et le parquet de Saint-Sébastien a pris un décret dans lequel il disait des images qui constituent Un délit. de la pornographie infantile, dont le protagoniste est Jorge Fernandez. Et il n'a pas pu engager de poursuites judiciaires parce que le délit était prescrit, parce que les images dataient de plusieurs années auparavant. J'ai appelé Jorge Fernandez avant de remettre le dossier au parquet, parce que Jorge Fernandez, son nom revenait constamment dans la bouche de Code Cabezudo, qui parlait de lui comme d'un ami à lui, une référence qui a été Mystère Espagne. Parce que Cabezudo lui a fait les photos et l'a promu, et côté Cabezudo, dans son studio était couvert de photos de Jorge Fernandez. Et en enquêtant sur l'affaire, j'ai parlé avec Jorge 3 fois en lui disant Jorge.
Ce serait important pour les victimes de Code Cabezudo qu'une personne importante comme toi parle et raconte ce qu'elle sait. Et je ne veux pas parler, je ne veux rien. Pour le documentaire Au nom d'elle, de Netflix, nous lui avons demandé de participer. Parce que nous considérions qu'il était important qu'un type ami de Cabezudo, dont Cabezudo parlait constamment, dise ce qu'il savait. Pour les victimes, non? Georges Fernandez a dit « Moi non, je ne veux rien savoir, ne me parle pas de Code Cabezudo. » Et moi, avant de remettre au parquet les photos, les images de Georges Fernandez avec une mineure, je l'ai appelé, j'ai dit « Hé, Georges, je t'appelle encore. Pourquoi ?» Des images de toi lors d'une séance avec Code Cabezudo, de la pornographie infantile, où tu es adulte avec une mineure de 15 ans. Et alors il me dit « hé, quoi ?» Et il me donne le nom, alors que je ne lui avais pas donné de nom. Il me donne le nom du mannequin qui apparaissait, du mannequin de 15 ans. Disons Marie-Carmen, non, je ne veux pas donner son nom. Il me dit « mais je ne savais pas que Marie-Carmen était mineure. » Et alors je lui ai dit « Georges, je vois que tu te souviens parfaitement de la séance porno, parce que je ne t'ai pas donné le nom de Marie-Carmen. Je t'ai dit une séance avec une mineure. » Mais je ne savais pas qu'elle était mineure. Et je dis, si tout ça est au parquet, alors, hein? Atre Mediagarde, comme présentateur vedette de la chaîne Aujourd'hui, un type qui a fait des séances en tant que protagoniste masculin de pornographie infantile. Et après, ils ne cessent de se vanter sur leur chaîne. Sur Antenne 3, sur la Sexta, ils parlent des femmes, du féminisme et tout ça. Et tu dis, que ton présentateur vedette de l'émission la plus regardée de ta chaîne, il a fait de la pornographie infantile avec une mineure? Personne ne parle de l'affaire. J'ai publié que Juan María Arzac, célèbre chef cuisinier, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, non? Eh bien, le chef le plus important d'Espagne, pendant des années. Nous n'avons pas de terre que. J'ai publié les témoignages de 2 femmes qui expliquent que, lors de ces séances de pornographie de Code Cabezudo, Juan María Arzac apparaissait. Tu l'as vu ou entendu quelque part? Quelqu'un en a parlé, non? Alors, bon, je t'ai déjà donné 2 noms importants, hein? Et après? Cette magistrate Yolanda Domenyo, dont j'ai parlé, qui, selon les témoignages apportés, était celle qui organisait ces fêtes à haute tension sexuelle. Yolanda Domenyo a déposé une plainte contre moi et contre Mario Diaz, l'avocat des victimes de Code Cabezudo. Et la justice nous a donné raison parce qu'elle a dit que ce que nous avions dit était vrai et que non. Et elle a perdu la plainte. Et pour que tu te fasses une idée, Jota, et que les spectateurs se fassent une idée du niveau de protection qu'a eu Code Cabezudo, ce violeur en série. Quand la juge Ana Isabel Pérez Azenjo instruisait encore l'affaire, cette juge infâme qui a dû être écartée, hein? À une occasion, enfin à plusieurs occasions, oui. L'avocat des victimes demandait l'incarcération de Code Cabezudo, logiquement, et la juge la refusait. Et à une occasion, le procureur Bermudez de l'audience de Saint-Sébastien. Vous savez que le parquet est hiérarchique et qu'un procureur, si un supérieur lui dit ce qu'il doit faire, quelque chose, il doit le faire. Alors, le procureur Bermudez, face à la énième demande d'incarcération de Cabezudo, il a dit à son supérieur, comme vous le savez, le parquet est hiérarchique. Et alors, face à la énième demande que faisait Mario Diaz, l'avocat des victimes, pour qu'il soit incarcéré, le procureur Bermudez a informé sa supérieure, qui s'appelait Carmen Rebolo, qu'elle était la procureure en chef de Saint-Sébastien. Il dit, il y a une autre audience.
Pour la demande d'incarcération de Cabezudo, je vais demander son placement en détention. Et alors? Carmen Rebolo, c'est important que les gens connaissent les noms de ceux qui ont fait ces choses. La procureure Carmen Rebolo a ordonné au procureur Bermudez de ne pas demander l'incarcération de Code Cabezudo. Et alors, le procureur Bermudez, qui est un homme honnête et un homme décent, lui a dit « Bon, eh bien, si tu me donnes l'ordre de ne pas demander l'incarcération, alors je ne la demande pas. Mais je ne vais pas m'opposer à ce que demande l'accusation. » Et la procureure en chef avait quelque chose d'inhabituel, c'est-à-dire l'écarter ce jour-là et dire « Eh bien, tu n'iras pas, j'irai moi-même. » Et c'est la procureure en chef de Saint-Sébastien qui s'est opposée à l'incarcération de Code Cabezudo. Je ne comprends pas comment cela est possible. Et qu'il n'y ait pas de réaction massive des gens de la société civile face à cette information. Miral, c'est la seule chose que nous avons trouvée, Melchor. Avec tout ça, c'est le silence comme l'ostracisme, c'est-à-dire, comment réagis-tu quand tu vois ça? Que la procureure en chef va pratiquement défendre... Non, non, et la juge d'instruction? Comment ai-je réagi? Eh bien, j'étais stupéfait. Et c'est un cas. Il y a eu des gens, parce que cela fait de nombreuses années que je dénonce l'affaire de Code Cabezudo. Les gens me disaient « Putain, Melchor, tu es lourd avec Code Cabezudo. » Et je dis « Hey, si c'était ta fille, hein, tu trouverais toujours que je suis lourd. » Et c'est une affaire que, une fois que tu la connais et que tu as rencontré toutes ces filles, eh bien, tu ne peux pas t'en détacher. Je me disais, je ne peux pas arrêter de raconter ça. Parce que je les connais, parce que j'ai vu ces images, j'ai vu ces viols. Et tu te dis, on ne peut pas abandonner ces femmes. Comme elles ont été abandonnées pendant des années par la justice, et comme elles ont été et continuent d'être abandonnées par la société Donostiara, celle de Saint-Sébastien, et par toute l'Espagne, par les médias. Je trouve ça terrible. Alors, comment réagit le silence dans ce cas? Eh bien, je trouve ça déprimant. C'est-à-dire que les médias, connaissant l'affaire, ils ne voulaient rien savoir. Qu'on m'ait interdit de parler de Code Cabezudo à la télévision espagnole sur Cuatro Risto Mejide, qui se fait passer pour un paladin qui dit les vérités. Hein? Je trouve ça vraiment triste. Et j'insiste, quand tu as rencontré ces filles, ces femmes, tu ne peux pas te désintéresser de l'affaire. Je ne pourrais pas me le pardonner de cesser d'informer sur l'affaire Code Cabezudo. Et le documentaire, y aura-t-il une deuxième partie? Parce qu'il reste encore beaucoup de choses à raconter, que je continue d'enquêter. Bien, pour ceux qui veulent le savoir, le documentaire s'appelle Au nom d'elle et il est disponible sur Netflix. Netflix. 3 épisodes présentent une partie de ce que je raconte, mais pas tout. Voilà pourquoi je parle d'une seconde partie. Tu as mentionné le maire de San... Sébastien, qu'est-ce que... Quelle relation a-t-il avec tout ça? Eh bien, nous nous frottons ici à des gens puissants. Et j'en suis conscient et j'en assume les conséquences. Eh bien, moi, tout ce que je dis, il y a un soutien judiciaire, hein, moi, de la part du maire de Saint-Sébastien. Ce que je dis, ce que j'ai dit et que je dis, c'est qu'il a été désigné par un témoin. Comme personne clé dans le recrutement des filles par Côté Cabezudo, que Côté Cabezudo était financé par la mairie de Saint-Sébastien alors qu'il était maire. Ou Don Elorza, qui a été la main droite de Pedro Sanchez, il faut s'en souvenir, hein. Et c'est ce que je dis, et je peux te raconter ici que tu vas halluciner, que Don Elorza,
Il a déposé une plainte contre Mario Diaz, l'avocat des victimes, et contre moi. Et un procès a eu lieu à Saint-Sébastien, un procès au tribunal, et là des témoins ont comparu. Un témoin, tu sais, a l'obligation de dire la vérité, et s'il ne dit pas la vérité, il commet un délit de faux témoignage. Et dans ce tribunal de Saint-Sébastien, on a entendu des personnes avec leur nom et leur prénom, avec leur visage, dans un tribunal. Et cela est enregistré. Dire que Don Elorza était connu à Saint-Sébastien comme le Folanignos, ce n'est pas moi qui le dis, je te raconte quelque chose qu'un témoin obligé de dire la vérité a dit dans un tribunal de Saint-Sébastien. Hein? Donc c'est ce que je dis de Don Elorza, ce qu'on dit des témoins devant le tribunal dans des affaires judiciaires. Hein? Et alors? Ou Don Elorza, qui était maire de Saint-Sébastien, quand tout cela est arrivé, qui connaissait Elorza qu'il connaissait. Jamais il n'a ouvert la bouche pour exprimer sa solidarité avec les victimes de Code Cabezudo. Pour des faits qui, pendant des années, se sont produits dans la ville dont il était le maire. Cette affaire implique-t-elle une autre personne d'une importance aussi grande que celle que tu as mentionnée? Avec noms et prénoms? Eh bien, ça implique. Je t'ai déjà mentionné plusieurs procureurs, juges. Eh bien, je t'ai donné le nom d'une juge. Oui, présidente de l'audience de Saint-Sébastien, Yolanda Omeno Maria Victoria Santo, une magistrate de Saint-Sébastien qui a ensuite été membre du Conseil général du pouvoir judiciaire. Décédée. Que Dieu l'ait en sa gloire. Et je t'ai donné le nom de Jorge Fernandez, le nom de MMM. Juan María Arzac, le chef le plus important d'Espagne est célèbre parce que tout le monde passe par son restaurant. Oui, toutes les personnes importantes vont à Saint-Sébastien. Et ils apparaissent dans une plainte déposée auprès du parquet général de l'État. D'autres noms apparaissent. Et ensuite, moi, je te raconte un autre cas de protection. Moi, sur le site que j'avais, celui que j'appelais Sans filtre, j'ai publié une vidéo dans laquelle j'expliquais que Code Cabezudo voyageait fréquemment au Sénégal, en Afrique, au Sénégal, pour violer des filles mineures au Sénégal. L'avocat Mario Diaz a déposé une plainte auprès de l'Audience nationale. Parce que lorsqu'un Espagnol commet un délit en dehors de l'Espagne, la compétence revient à l'Audience nationale. Et il a déposé une plainte auprès du parquet de l'Audience nationale. D'accord? Un an plus tard, sans avoir de nouvelles, il se présente au parquet de l'Audience nationale et dit « Écoutez, il y a un an, j'ai déposé une plainte contre Code Cabezudo pour ces faits. Des viols commis au Sénégal et je n'ai eu aucune nouvelle. Je veux savoir où en est l'affaire. » Et une fonctionnaire avec nom et prénom lui dit « Ah non, je consulte ici l'ordinateur ou peu importe. » Et elle lui dit « Ah non, cette plainte a été détruite. » Et Mario Diaz... Détruite, c'est ça. Ce n'est pas très normal, on ne peut pas dire classée. Elle a dit détruite. Oui, détruite. Et il dit « Mais comment ça, détruite? Qu'est-ce que c'est? C'est archivé ?» Elle répond « Non, détruite. » Le procureur en chef, Javier Zaragoza, quand il a été muté ailleurs et qu'il a quitté la direction du parquet de l'Audience nationale. Avant de partir, il a ordonné que cette plainte soit détruite et l'avocat Mario Diaz a déposé une plainte contre le procureur Javier Zaragoza devant la Cour suprême. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non. Ce n'est pas normal de détruire une plainte. Non. C'est pas bien. C'est un délit. C'est un délit. Qui assume les conséquences de tout cela?
Parce que je vois que les politiciens dans ce pays, Melchior, je ne sais pas si tu remarques un changement, une dérive récente ces dernières années en Espagne, dans laquelle il y a une totale impunité de la part des gens puissants pour faire ce qu'ils veulent. Regarde, J'ai vécu, je ne veux pas parler. En général, les gens puissants, il y a des gens puissants, je connais beaucoup de gens puissants, et je connais des gens misérables et des gens formidables. C'est-à-dire, le fait d'avoir du pouvoir ne fait pas de toi un méchant. C'est vrai, il y a de tout, comme partout, et comme dans tous les métiers et dans toutes les professions. Hmm. Mais est-ce vrai que dans ce cas, il y a des gens influents qui ont fait partie d'une structure d'abus sexuels et qui n'ont pas payé les conséquences? Je trouve incroyable que au Congrès des députés, à certaines occasions, étant Odón Elorza député. Parce qu'il y a eu un moment où Odón Elorza, Pedro Sánchez, a mis Odón Elorza de côté, je crois. Il est arrivé un moment où Sánchez, en voyant tout ce que je révélais sur l'affaire Cabezudo, il a vu que c'était un danger pour lui d'avoir Elorza à ses côtés. Et au Congrès des députés, ou à une occasion, un député, si je ne me trompe pas, de Vox, hein? Elorza est intervenu pour une raison quelconque en parlant d'Odon de n'importe quel sujet, et on lui a dit au Congrès, ah, vous, monsieur Elorza, ne parlez pas de ça, parlez de la pédérastie. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, il n'y a donc personne parmi les 350 députés qui sont assis là qui disent, écoutez, à celui qui a dit ça, ou à vous, monsieur Elorza, qu'est-ce que c'est que cette histoire de pédérastie? Pourquoi Odón Elorza doit-il parler de la pédérastie? Pourquoi? Hein? Quelqu'un de Vox sait et balance ça à Elorza. Comment? Hey. Et pourquoi n'entrez-vous pas à fond dans l'affaire? Non, personne. Personne n'a voulu. Et ni les partis politiques. Le féminisme institutionnel, où est le féminisme institutionnel? Ces féministes qui donnaient des leçons, l'une d'entre elles a-t-elle ouvert la bouche pour soutenir les victimes de Code Cabezudo, à qui on a détruit la vie? Il n'y a eu qu'une seule association féministe d'Irun, une petite association féministe qui a soutenu ces femmes. Par hasard, une association féministe qui ne recevait pas un seul euro de financement public. L'association Clara Campoamor, elle s'appelait comme ça, non? Je dis qu'elle est très liée au Parti socialiste ouvrier espagnol et que Clara Campoamor est liée au Parti socialiste ouvrier espagnol, c'est ça, oui. Ils ont une histoire bien. Il a une histoire étrange comme ça. Et cette association qui passe toute la journée à dénoncer et à parler du féminisme, où étaient ces gens-là? Irène Montero et compagnie, où étaient-ils concernant l'affaire Code Cabezudo? Ça ne les intéresse pas, Melchior. Encore une preuve. Bien. De féminisme seulement. C'est une arme. Pour moi, cela me semble désolant, c'est-à-dire la solitude dans laquelle nous avons été. Et je dis « nous avons ». Je parle des victimes, de Mario Diaz, l'avocate, qui est... Le travail que cet homme a accompli est tellement admirable, et en plus d'être déjà mon ami, j'ai pour lui une admiration et un respect formidable. Pour les années qu'il a passées à se battre, et à se battre pour faire avancer cette affaire. Jusqu'à ce qu'il réussisse à faire incarcérer Code Cabezudo, qu'il y ait un procès et qu'il soit condamné. Le silence de la société, des médias. Ça, à Saint-Sébastien, l'affaire Code Cabezudo, beaucoup de gens étaient au courant, beaucoup de gens le savaient. J'ai une question. Est-ce que l'affaire se termine finalement avec le méchant de Entre Rejas Oui, y a-t-il eu un procès
Donc, êtes-vous satisfait du résultat de votre travail au final ou vous attendiez-vous à ce que ce soit beaucoup plus médiatisé et massif et que plus de têtes tombent? Non, voyons voir. Je suis satisfait d'avoir rempli mon devoir et d'avoir été du côté des victimes. C'est là où je pense devoir être. Et après, ben, si ce n'est pas grâce à Mario, 10. Essentiellement grâce à l'avocat et à ce que j'ai pu apporter, même modestement, en donnant une voix aux victimes et à l'affaire. Et ben, il n'y aurait pas eu de procès et Code Cabezudo n'aurait pas été condamné. Code Cabezudo a été condamné à 28 ans de prison. Et c'est une peine ridicule si tu considères tout ce qu'il a fait. Oui, mais ça, c'est plutôt une question de la loi punitive ici en Espagne, non? Bon, Mais le fait est qu'il a été condamné, et tu sais, au procès, il l'a été. Moi, j'ai trouvé ça très beau. Comme l'avocat, qui en définitive parle au nom des victimes, le disait au tribunal lorsqu'il demandait la condamnation. Et il dit que ce qui nous importe plus que les années que Code Cabezudo va écoper. C'est un verdict qui reflète la vérité des faits qui se sont produits, de ce que Code Cabezudo a fait à ces femmes. C'est-à-dire, c'est ce que nous, à notre objectif principal, disait l'avocat. Un exposé des faits avérés, comme on dit juridiquement, qui reflète la vérité de ce qui s'est passé. Et ensuite, moi, les années que le tribunal jugera appropriées. Pour moi, la peine me paraît absolument légère, mais il me semble très important d'avoir réussi à obtenir la condamnation sans... l'avocat, né? D'ici, nous lui adressons un immense salut. Mario. Diez. Mario Diaz, tu es vraiment un grand, non? Mais Mais un vraiment grand, oui, parce que j'imagine à quel point ça doit être frustrant. Essayez, parce que, bien sûr, quand tu parles avec une victime, après tout, en plus, ce n'était pas qu'une seule. Combien de femmes? Ça, c'est une bonne question. Combien de femmes, là? C'était une action collective? Eh bien, collective, combien de femmes ont été abusées par Côté Cabezudo? Eh bien, par Côté Cabezudo, il pourrait y en avoir des dizaines et des dizaines. C'est-à-dire Côté Cabezudo, oui, il n'y a pas de cas en Espagne d'un violeur en série comme Côté Cabezudo. Les plaignantes au procès étaient 21 rien qu'au procès, oui. Et il y a des filles qui n'ont pas porté plainte parce qu'elles disaient, en voyant le calvaire que traversent ces filles, le traitement qu'elles reçoivent. De la juge Ana Isabel Pérez Asenjo, moi je ne veux pas. J'ai déjà assez souffert avec Côté Cabezudo pour en plus maintenant souffrir au tribunal. Et alors, il y en a eu certaines qui n'ont pas voulu porter plainte. Eh bien, une énorme accolade et une grande reconnaissance à ces femmes si courageuses qui ont osé traverser ce calvaire. Oui. Et dans le documentaire, au nom d'elles, apparaissent avec leur visage certaines de ces filles pour lesquelles j'ai une immense affection et une grande reconnaissance de m'avoir permis d'être à leur côté. Putain, Melchor, c'est incroyable. Tu penses que la mosque, sans toute cette visibilité publique à ce que tu leur as donné, sans cette persévérance de l'avocat, ce type s'en serait tiré comme ça? C'était une véritable guerre de guérilla pour eux. Faire tomber ce salaud. Je pense que le fait d'avoir pu contribuer modestement à quelque chose, parce que j'ai été le seul à leur donner une voix. Disons que la voix est importante, car si les gens ne font pas de bruit, à la fin de la journée, tout peut être caché sous le tapis. Comme il le faisait. Mais sinon, c'est grâce à Mario Diaz, l'avocat qui n'a pas abandonné et qui, en se retrouvant face à une juge et qui maltraitait les filles, qui le maltraitait lui aussi, et il n'a pas arrêté jusqu'à ce qu'il obtienne qu'il l'écarte. Ce qui est très significatif, c'est que de 2013 à 2018, Ana Isabel Pérez Asenjo n'a pas ordonné l'incarcération de Cabezudo. Et que lorsqu'ils écartent cette juge
La Cour pour devoir non accompli. L'affaire a été confiée à un juge qui s'appelle Julien Garcia Marcos, qui décrète immédiatement l'incarcération. Mais sans le travail de Mario Diaz, sans sa présence, sans qu'il ne faiblisse, sans qu'il continue à se battre, à se battre, à se battre. Ça aurait été impossible et Code Cabezudo s'en serait sorti sans aucune conséquence. Absolument. Finalement, cette histoire finit bien. Grâce à votre persévérance, au courage des filles et à l'excellent travail de Mario Diaz. Je t'inclus aussi, Melchor, car tu es très courageux. Je veux maintenant parler des conséquences personnelles que tu as subies. Mais il me manque encore plusieurs pièces. Il me manque que la juge qui le protégeait tombe. Il me manque qu'Odonel Orza tombe. Il me manque que le présentateur de la roue de Mediaset tombe. Jorge Fernandez, qui distribue toujours sourire et affection avec son charisme. Alors, et ensuite, il y a un monstre derrière qui prend des photos avec une mineure pendant que, vous comprenez, pendant qu'il termine. C'est tout simplement brutal. Seul celui qui a tiré est tombé. Il en manque une, mais il manque plein de pièces dans toute cette structure de pédophilie et de violence sexuelle. Il en manque. C'est pour ça que je te dis que je continue à enquêter, qu'il y aura une deuxième partie du documentaire et que je ne vais pas m'arrêter. Et que le mérite fondamental revient à ces filles que j'adore, qui ont énormément de mérite d'avoir continué à se battre. Malgré la façon dont elles ont été traitées par la juge Ana Isabel Pérez Asenjo et par Mario Diaz, l'avocat, ce sont elles qui ont du mérite. C'est-à-dire le silence de mes collègues pour dire quelque chose, Prani, parce que je ne me considère pas comme le collègue de toute cette racaille, mais le silence du journalisme me terrifie. Même, hein? Quand j'ai commencé à en parler, ils m'ont interrompu et je n'ai pas pu développer mon idée. L'affaire Code Cabezudo et Odonel Orza. Chez Mediaset, un journaliste très connu m'a envoyé un WhatsApp en me disant « Melchor, tu es un sans-gêne. Veux-tu mentionner ce journaliste ?» Je m'en fiche un peu. C'est une petite bataille personnelle. Un journaliste très connu, non, tu ne veux pas. Le mentionner nécessairement. Non, c'est simplement la flemme, pas une volonté de cacher quoi que ce soit. Je ne veux pas raconter mes histoires personnelles, mais ça m'a paru terrible. Pourquoi? Il t'a dit « Tu es un sans-gêne » C'est tout. Comment fais-tu sortir Odon et Lorza? Je sais pourquoi. C'est parce que c'est un type ami d'Odon et Lorza. C'est un journaliste. Guipus Kohan. Et je lui ai dit « Écoute, fais-moi sortir Odon et Lorza parce que cette affaire est là. » Et je dis, de toute façon, le sans-gêne, c'est Odon et Lorza. Il ne peut pas y aller. Et pourquoi tu dois sortir ça maintenant? C'est incroyable, tu es un sans-gêne, je ne sais pas quoi. Et j'ai dit, n'importe quel moment est bon. Pour signaler un violeur. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en croyais pas mes yeux. Maintenant, je vais te montrer, oui. Et même si l'Odon ne... Le sait pas. Eh bien non, il a une condamnation définitive. Il finançait au moins avec de l'argent public les activités de Uno Cien, vérifiées par des vidéos. Bon. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'un journaliste fait en insultant? C'est ça? Concernant Odon et Lorza, un autre, lors de l'une des occasions où Mario Diaz demandait l'incarcération de Cabezudo. Quand un avocat demande l'incarcération, une audience est organisée. C'est au tribunal. La juge, l'accusé présent, le procureur et la partie civile. Et à une occasion, une audience pour l'incarcération a eu lieu. Sans la présence de Code Cabezudo. Ce qui est complètement délirant car on va débattre de l'incarcération ou non d'une personne. Et ce monsieur n'est pas là. Et une fois, Code Cabezudo ne s'est pas présenté et son avocat a dit qu'il était à l'hôpital. Le lendemain, une photo d'Odon et Lorza est parue dans le Diario Vasco, prise par Code Cabezudo. Après avoir dit au tribunal qu'il ne se rendait pas à une comparution en prison parce qu'il était à l'hôpital, il était en train de prendre une photo d'Odon et Lorza.
sur la plage de la Concha, la plage d'Odon et Lorza, à cette époque. Tout ce que je dis, c'est la vérité. Je n'ai jamais dit qu'Odon et Lorza étaient un pédéraste, un pédophile, je n'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, et que je réitère, c'est qu'il y a un témoin qui accuse Odon et Lorza. En tant que personne clé dans le réseau de Code Cabezudo, oui, rien qu'en les voyant dans le réseau de recrutement des filles, oui. J'ai raconté comment, devant le tribunal à Saint-Sébastien, dans un tribunal de Saint-Sébastien, un témoin obligé de dire la vérité avec son visage, avec son nom et son prénom, regardant un juge, a dit « Odon Elorza est connu à Saint-Sébastien comme le Folanignos ». Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Et Odon Elorza m'a intenté un procès et il l'a perdu. Et parce que tout ce que je dis est appuyé par des affaires judiciaires. Totalement. Melchor Tengo. Je veux clore le sujet du journalisme. Je trouve ça tellement délirant, tellement grave que pas un seul de tes collègues ne soit sorti pour te défendre alors que tu as pratiquement tout perdu. T'as posé con. Même pas Pedro J, même pas tes collègues cofondateurs du Mundo ne t'ont soutenu. Non, non, quand je dis personne, c'est personne, mes amis. Mais ils n'avaient pas, hein, aucune capacité dans aucun domaine pour cela. Pourquoi penses-tu que le journalisme manque de soutien? Eh bien, c'est parce que dans cette affaire apparaissent des noms de personnes importantes, des personnes influentes. C'est-à-dire, tu penses que ces personnes influentes ont pu passer des coups de fil en disant qu'il faut envoyer Melchor à l'ostracisme? Melchor ne peut plus maintenant. Je n'ai aucun doute, je n'ai aucun doute. Avec des personnes que tu considérais comme amis dans le journalisme, c'est ça? Oui. Oui, des gens dont je pensais qu'ils pouvaient réagir ou des gens qui pouvaient informer à ce sujet. Affaire. Mario Diaz Reis. Il a raconté qu'il s'est adressé à de nombreux journalistes très connus pour essayer qu'ils parlent de l'affaire. Et qu'ils ne lui ont même pas répondu. J'ai essayé quand j'avais ma société de production et que j'ai commencé à sortir des choses. Et que certains médias parlent de l'affaire. Je me souviens que je suis allé à Antena 3 et que j'ai parlé à l'émission Espero Publico présentée par Susana Griso pour leur vendre un reportage. Et j'ai dit, et je veux savoir si ça vous intéresse que je vous fasse un reportage sur l'affaire côté Cabezudo. Bon, et je leur ai expliqué l'affaire, hein. Et ils m'ont dit, non, 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 on ne va pas t'acheter un reportage. Je leur ai dit, d'accord, sinon je ne viens pas faire des affaires. Évidemment, si je leur faisais un reportage, j'allais le leur facturer. Et je dis, ce qui m'intéresse, c'est que l'affaire sorte. Alors, ne m'achetez pas le reportage, mais si vous voulez, je vous fournis la documentation, les informations, et vous le faites vous-même. Parce qu'il y a beaucoup de victimes ici et tout ça. Hein? C'est-à-dire que non, il dit non, les médias ne l'ont pas. Ils n'ont pas raconté parce qu'il n'y avait pas d'informations, parce qu'ils ne le savaient pas. Non, non. Tout le monde le savait et personne n'a voulu en parler. Putain, Melchor, je trouve ça tout simplement incroyable. Parlons un peu du documentaire. Quand décides-tu de faire le documentaire? Eh bien, c'est quand je vois Mario Diaz et les victimes. Que les médias n'en parlent pas. Et donc, nous avons pensé que c'était une voie intéressante à explorer. Réaliser un documentaire qui recueillerait l'essentiel de l'affaire. Et essayer de le placer sur une plateforme, parce que les gens regardent ce genre de choses sur les plateformes. Et qui te l'a acheté? Et alors?
Au début, bah, le documentaire, bah, tu as été acheté par Disney, toi qui as payé une belle somme, parce que le documentaire, c'est, même si ce n'est pas à moi de le dire puisque je l'ai produit, est vraiment très bien fait. Et c'était un documentaire complexe, hein. Celui qui est actuellement sur Netflix, c'est celui qui est sur Netflix. Je vais le... Regardez-le, je le conseille à tous. J'espère que tu le verras avec un œil critique et me diras ce que tu n'aimes pas. Mais tu verras que la valeur, le niveau de la production est élevé. Bon, et alors Disney l'achète, Disney l'annonce dans ses médias, sur ses réseaux. La sortie était prévue pour le 23 novembre. Si je ne me trompe pas, ils distribuent le documentaire aux journalistes qui écrivent sur les sorties et tout ça. Et la veille de la sortie, il nous dit « Et ça ne va pas sortir, oubliez-nous, et gardez le documentaire. » Et faites-en ce que vous voulez, mais il ne sortira pas. Peu de temps après que Disney ait décidé cela, un documentaire qu'ils avaient déjà payé, ils ont décidé de ne pas le sortir, alors qu'ils l'avaient déjà annoncé sur leur plateforme, à leurs abonnés, etc. Hein? Le gouvernement a approuvé une série d'avantages fiscaux qui ont rapporté à Disney plusieurs millions d'euros. Et alors, hein? Le documentaire était initialement composé de 4 épisodes, puis nous sommes allés voir Netflix, et Netflix nous a dit que ça les intéressait. Et qu'ils ont simplement dit « Nous n'intervenons pas dans le contenu. Nous ne voulons rien toucher, ni enlever quoi que ce soit. » Mais il faut que ce soit 3 épisodes, parce que commercialement, cela nous intéresse qu'il y en ait 3 et non 4. Alors nous avons dû remonter ou... C'est-à-dire un montage. Le monter à nouveau. Oui, toi qui... Oui, je comprends parfaitement. Si tu as 4 épisodes et que tu dois enlever 1 heure, hein, tu dois tout refaire. Oui, parce que sinon ça perd le sens et la cohérence. Alors on l'a laissé en 3 épisodes. Mais j'insiste là-dessus. Netflix ne nous a pas dit « Eh, on veut que vous enleviez ça, ça et ça ». Netflix n'a rien dit. Non, nous n'avons rien à enlever, rien à couper, simplement qu'au lieu de 4, 3 et Netflix a tenu ses engagements, ils l'ont diffusé, et même si Netflix ne donne pas de chiffres d'audience, nous savons que ça a très bien marché pour eux. Et c'est toujours là. Sur la plateforme, non. Et en plus, Je pense qu'avec cette interview, parce que je veux que les gens voient le documentaire. au nom d'elle. Pourquoi? Penses-tu que Disney a annulé? Eh bien, parce qu'un téléphone a sonné. Que dire? Il me semble. Et puis, il y a eu quelque chose à propos de certaines déductions fiscales. C'est possible. Oui, il y a eu des modifications fiscales du gouvernement qui ont bénéficié à Disney. Mais ici, moi, Jota, je suis très précis. Quand je parle de faits que je peux prouver, je dis alors « Pourquoi Disney ?» Eh bien, j'ai consacré de nombreuses années à cela et j'ai produit beaucoup de choses. Il n'y a aucune plateforme et aucune entreprise au monde qui jette l'argent, même pas Disney. Et que Disney ait payé ce documentaire? 4 épisodes, ce n'était pas bon marché. Je ne vais pas donner les chiffres parce que c'est une question contractuelle qui n'a pas lieu d'être, mais ce n'était pas bon marché et qu'une fois l'annonce de la sortie faite, ils l'ont annulé. Eh bien, je suis déjà très âgé, je suis grand-père, hein? Et si cela arrive, est-ce parce que les téléphones ont sonné et qu'il y a eu des personnes importantes qui leur ont dit « Vous ne pouvez pas sortir ça ». Et puis, il y a des gens qui me disent « Bon, pourquoi Netflix ?» Oui. Et je dis « Eh bien, parce que peut-être qu'on a appelé Netflix et Netflix a dit « Écoute, moi, je m'en fous, je m'en fiche, je m'en fiche. » Je veux faire une petite corrélation. Tu as dit que Kotka Bezudo a dit qu'il avait plein de vidéos de gens très importants ayant des relations sexuelles avec des femmes et des mineurs. C'est bien ça, oui? Tu connais l'affaire Jeffrey Epstein? Plus ou moins? Oui, comme lecteur. Tu sais, tu es conscient que j'ai trouvé beaucoup de similitudes dans C'est modus. Operandi? Oui. Oui. C'est-à-dire Que moi, ça,
Quand tu verras le documentaire, tu verras cette vidéo, c'est-à-dire parce que l'essentiel, c'est que ce soit lui qui le dise. Code Cabezudo, ce n'est pas dans une interview avec moi. Il le dit au tribunal et il dit je ne veux pas me tromper, mais il dit sinon parce que je suis inquiet. Parce que moi, sur mes disques durs, j'ai des images, j'ai des vidéos dans lesquelles apparaissent des avocats, des juges, des militaires, des Ertzaintzas, des policiers. Et putain, et alors? Je dis toujours cette vidéo de cette déclaration au tribunal de Code Cabezudo. Hein? C'est ce qui permet de comprendre ce qu'il y a derrière tout ça, non? Je veux dire, ce n'est pas que je dise qu'il y a une conspiration de personnes importantes. Non? Pourquoi? Hein? Il y a des personnes importantes et il y a aussi des personnes qui ne sont pas importantes. C'est-à-dire, il y a de tout. Et je n'aime pas les conspirations ni tout ça, comme je te disais tout à l'heure, et il n'y a pas de personnes importantes. Perverses et perverties. Eh bien, je connais beaucoup de gens importants et puissants, qui sont décents et qui ne sont ni pervers ni pervertis, ni ne se livrent à la pédérastie. Voilà, et je n'aime pas parler en... Général, je suis d'accord avec cette réflexion, même si j'aime les conspirations, mais pas les conspirations sans fondement, comme par exemple celle-ci. Tu racontes ça à quelqu'un, et il y a un... Non, mais ça, ce n'est pas une conspiration. Non, mais si on le raconte à Prine. Mais ce sont des faits réels éprouvés. Oui, mais il y a aussi des faits. Il y a des choses qu'on a appelées des conspirations. Et aujourd'hui, ce sont des faits réels éprouvés. Voilà le point. Tout semble une conspiration jusqu'à preuve du contraire. Vous voyez ce que je veux dire, man? Dans le monde moderne, beaucoup de choses pas sont prises pour des conspirations. Donc, eh bien, que... Il y a des gens intéressés à dire que c'est une conspiration. Si le... Le terme conspirationniste ou conspirationniste vient de l'assassinat de Kennedy. Oui, il y avait des doutes légitimes de la part des rednecks. D'accord, mais ils n'avaient pas. Ils ne savaient rien faire avec un tuyau, mais ils savaient quelque chose. Ils disaient, ce que vous racontez sur la balle n'a aucun sens. C'est le gouvernement qui a fait ça. Et qu'a fait la CIA? Dire, non, des conspirations. Des conspirations, c'est ce type-là qu'on a accusé. Un gars au hasard qui... On a accusé? Oui, écoute, quand je te dis ça, pour entrer dans les détails, parce que je n'évite aucun sujet, ça me vient à l'esprit des informations qui sont sorties en lien avec la fameuse affaire du bar Espagna, où il y avait des accusations avec nom et prénom de plusieurs personnes, surtout des politiciens liés au Parti populaire de Valence, les accusant de faire partie d'un réseau de pédophilie. Et il est apparu des vidéos dans lesquelles figuraient 2 mineurs qui donnaient des noms et des prénoms et disaient avoir été abusés par ces personnes. Et peu de temps après, il a été prouvé que ces enfants, c'était 2 mineurs à qui on avait payé pour dire cela. Et il y avait moi, il y a eu beaucoup de gens qui se sont adressés à moi. Pourquoi ne parles-tu pas de l'affaire Bar Espagna en voyant l'affaire Code Cabezudo? Et j'ai toujours dit, je ne parle pas de l'affaire Bar Espagna, parce que ce qui est sorti de l'affaire Bar Espagna, je sais que ce n'est pas vrai, et toi tu le sais. Je ne suis pas informé de cela, et je sais que ce n'est pas vrai. Ce que j'ai vu sur l'affaire Bar Espagna n'est pas vrai, c'est pour ça que je ne parle pas de l'affaire Bar Espagna. Et c'est pour cela que ça me répugne que quelqu'un, lorsqu'il parle de l'affaire Code Cabezudo, veuille aussi parler de l'affaire Bar Espagna. Une chose, je me suis rendu compte que cela arrive très souvent dans la politique espagnole. Quand quelque chose sort, Don Elorza est du Parti socialiste, non? Quand quelque chose sort, c'est comme un conditionnement mental que beaucoup d'Espagnols ont. Il y a quelque chose qui sort du Parti socialiste ouvrier espagnol. On la voit souvent à la télévision avec Sara Santaolalla débattant avec Antonio Naranjo ou mon ami Paola Fraga. Quand tu leur démontres que le Parti socialiste ouvrier espagnol a un cas de corruption, quand tu leur démontres que le Parti socialiste ouvrier espagnol a un cas de violation de mineurs placés sous tutelle aux Baléares, ou que Monica Oltra a couvert des cas de pédophilie de son mari, ils essaient toujours de trouver pire chez toi. Il n'y a jamais de critique envers les gens de ton parti ou ceux de ton camp, n'est-ce pas? Non, si tu fais attention. C'est un mal endémique de l'Espagne depuis des années, un mal endémique moderne.
Franchement, ça m'hallucine. J'ai mes références avec preuves et documents. Des vidéos comme celle de ce présentateur-là de Média 7. Et moi, évidemment, je change ma perspective envers eux, je change mon appréciation envers eux. Et je ne vais pas m'accrocher à l'idée que j'avais préconçu d'eux avant d'avoir cette information. Cela arrive souvent en Espagne. Et ma question pour toi est, est-ce un mal moderne? Lui et toi, plus? Eh bien oui, c'est un mal moderne et pas si moderne que ça. Ça existe depuis de nombreuses années et pour moi c'est insolite, mais il y a des gens qui me disent, tu vois, c'est que tu écris beaucoup d'articles et tu critiques beaucoup la sexta. Putain, tu te fous de moi, comment ne pas le faire? Et je dis oui, et chaque jour davantage, parce qu'il me répugne. Comment il donne des leçons de féminisme et toute la journée avec le féminisme et la femme. Et je ne sais pas ce que tu dis, écoute, tu fais partie d'une entreprise qui a une star, un type qui a joué dans de la pornographie infantile, pas de la pornographie, de la pornographie infantile. Un type qui a fait une séance avec Kotka Bezudo avec une mineure. Mais une question ici, et alors, tu n'en parles pas? La sexta? Ana Pastor, Ferreras, Iñaki Lopez, Cristina Pardo et toute la bande. Pourquoi ils n'en parlent pas? Ça? Parce que ça ne les arrange pas, évidemment. Au final, journée. Et je veux te poser en tant que journaliste réputé ici en Espagne, eh bien... Journaliste en essai? Non, non. Non. Si tu es l'un des 6 fondateurs du monde, évidemment, tu as un parcours digne d'admiration. Même très critique, je te l'ai déjà dit. Je critique beaucoup le journalisme et j'aime dire, nous détestons trop peu les journalistes aujourd'hui. Mais toi, tu me donnes raison. Après tout ce que tu as révélé, comment t'ont-ils trahi, vendu et sacrifié juste pour un salaire d'État et une subvention? Qu'est-ce qui peut permettre à leur entreprise de continuer à fonctionner? Sont-ils capables de cacher ce qu'on leur dit? Et de ça, on n'en parle pas. Voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui, le journalisme, il suffit de voir le cirque au Congrès des députés avec mes amis Vito Quiles, Ndongo et Rescue You. On ne les laisse pas poser de questions, ils passent leur tour, leur parole, ils y vont, ils coupent tous les micros du Congrès. Ça, qu'est-ce que c'est? Non, pas de précédent en démocratie espagnole. C'est moderne, je pense. Corrige-moi si je me trompe. Que diraient-ils? Si un journaliste de la Sexta voyait un type arriver, lui arracher le micro et le jeter par terre, qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait que le fascisme progresse, c'est pour ça que je te dis ça. Ou bien, si un journaliste, un reporter noir, une nana qui donne des leçons de démocratie, on lui jetait le micro par terre et on lui disait « ramasse-le » comme un orang-outan, comme un singe. Je ne me souviens pas de la phrase. Totalement, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dirait? Et c'est tout simplement terrible. Melchor, la question est, jusqu'à quel point le journalisme est-il prostitué? C'est-à-dire, quelle solution y a-t-il? Eh bien, Tu sais, Jota, c'est comme tout dans la vie, ça dépend de chacun. Et ça ne me convient pas. Beaucoup de gens me disent « Bon, mais tu comprends, hein, il y a des journalistes qui doivent manger. » Et je dis « Ce n'est pas une justification. » C'est-à-dire, mange décemment. Enfin, si tu es journaliste, tu dois faire ton travail correctement. Et si tu ne le fais pas correctement, hein, on dit, il faut nourrir ses enfants. J'ai 2 enfants et un petit-fils, hein. Si je ne remplis pas mon devoir, je nourrirai mes enfants de façon indécente. Et alors, au final, cela dépend des attitudes, des décisions morales de chacun. Je suis prêt à arrêter d'informer. Sur l'affaire Kotka Bezudo, non à moi, si demain quelqu'un me dit « je te donne 850 millions d'euros si tu ne reparles plus de Kotka Bezudo, je l'envoie à se faire foutre. » énorme, c'est ça. C'est la différence, hein? Voilà pourquoi je parlais des pressions, et il y en a toujours. Ça m'a impressionné tout au long de ma vie professionnelle que je suis déjà, je te le dis, un monsieur âgé. Déjà, d'innombrables fois, jamais je n'ai cédé à une pression et toujours,
Dans ma vie, j'ai eu raison ou je me suis trompé en obéissant seulement à ma conscience, hein? Et alors, au final, cela dépend des attitudes de chacun. Pedro J. Ramirez, s'il m'avait licencié de Diario 6, il serait resté directeur et il n'a pas cédé. Ils l'ont viré après? Moi, je suis parti, mais si Pedro J m'avait licencié, il ne l'aurait pas été. Alors, eh bien, les choses dépendent des décisions que chacun prend dans sa vie. Et il y a des gens prêts à se vendre? Je dis toujours que j'ai de la valeur et je crois que j'en ai beaucoup, mais je n'ai pas de prix. Ce sont des choses différentes. Oh, très bonne phrase. Il n'y a pas assez d'argent dans le monde pour m'empêcher de publier quelque chose dont je sais que c'est la vérité. C'est précisément ce qu'il faut aujourd'hui dans le journalisme moderne. Pour finir, je voudrais faire une petite réflexion. Penses-tu que les réseaux sociaux sont en train de supplanter le journalisme traditionnel? Car je pense sincèrement que nous avons bien plus de crédibilité. Victor Dominguez, Pedro Borbón, Adrián Resquillo, je m'inclus là-dedans, que toute personne qui travaille pour les médias conventionnels, pour les médias traditionnels, parce qu'à la fin de la journée, tu en es un exemple vivant. Et quelles sont les conséquences que tu as subies pour avoir révélé tout cela? Que personne n'a confiance en eux. La télévision et la presse écrite traditionnelle Ils ont moins. de confiance que jamais. Ah, Pour moi, Jota, les généralisations comme ça, en général, me semblent dangereuses. Non? les réseaux, Social, moi, sur les réseaux sociaux, je trouve beaucoup de choses qui m'intéressent et que j'aime, et beaucoup de conneries. Dans le journalisme, je suis très critique. Il y a encore des journalistes, je pense qu'ils sont peu nombreux. Je peux te donner des noms de journalistes que j'aime, par exemple, si tu veux. Javier Chicote. mais responsable. De recherche du journal ABCEH, Juan Fernandez Miranda, EH adjointe au directeur de Confidential Communication. Et je te donne ces deux noms parce qu'ils me semblent être deux des journalistes les plus importants qu'il y a en ce moment. Et je ne le dis pas parce que ce sont mes amis, ceux qu'ils sont, ni parce qu'ils ont travaillé avec moi, ceux qu'ils ont fait, mais je te donne ces deux noms quand même. C'est-à-dire, il y a des journalistes, mais malheureusement, je pense qu'il y en a peu, et il y a peu de médias prêts à remplir leurs obligations. Alors, Et prêt, à ne pas honorer leurs obligations contre de l'argent. c'est ça le problème. Alors, tous ces bons journalistes, mon temps qui reste, vont être éclipsés par la foule. Quoi? Tu veux que je te dise une chose? Ma génération a un très gros problème. Déjà avec les télévisions, avec les journaux, tous. Et surtout à cause de tout ce qui s'est passé en 2020. Et nous savons déjà comment tous les médias se sont alignés. Et il n'y a eu aucun journaliste qui se soit dit, tiens, je vais donner la parole à des scientifiques critiques envers tout cela, je vais leur donner la parole. Oui, mais au final, Je dis toujours que c'est comme la politique. La politique est un reflet de la société, un reflet, et le journalisme est aussi un reflet de la pandémie. Je me souviens comment les gens sortaient applaudir à 20h. Je me souviens, je n'ai jamais arrêté de sortir dans la rue pendant la pandémie, même quand c'était interdit. J'ai été insulté dans la rue par cette police de balcon qui existait. Je n'en revenais pas, je n'en revenais pas. Et alors tu te dis, la société espagnole est vraiment comme ça. Ce ne sont pas seulement les politiciens. D'où viennent-ils? Les politiciens ne sont pas des martiens. Ils viennent de la société. Les politiciens sortent de la société. Tu as raison. Il y aura des élections. Et 7 millions de personnes voteront pour le Parti socialiste. C'est-à-dire, et pourquoi les partis politiques, en particulier le Parti socialiste ouvrier espagnol et le PP? Eux, ce sont des sectes. Je connais des gens qui me disent non, moi je vote Parti socialiste ouvrier espagnol. Et je dis bon, mais
Et si le Parti socialiste ouvrier espagnol mettait déjà Jacques Léventreur en tête de liste? Moi, je vote Parti socialiste ouvrier espagnol, c'est comme ça, non? Alors je dis, mais ce n'est pas un parti, c'est une secte. Enfin, ce sont des sectes. Et moi, je n'aime pas les sectes. Tu as dit le PP aussi? Oui? Melchior, sincèrement, ça a été une émission incroyable. J'espère bien. Je te remercie énormément pour l'invitation et j'ai été ravi d'être ici avec toi. J'espère que Tu t'es senti à l'aise, comme chez toi. Eh bien, messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Je veux que vous sachiez que vous avez le lien de Testorate dans la description. Je veux que vous sachiez que je vais laisser dans le commentaire épinglé le lien pour ma communauté privée, où va commencer la section exclusive. Avec le grand Melchior, Miral. Melchior, merci beaucoup. Merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi, Jota, et à ton équipe. Messieurs, ne manquez pas le documentaire. Au nom d'elle, faites-le. Pas pour Melchior, faites-le pour les victimes et pour... Pour elle. Faites-le pour elle. Moi-même, je ne vais pas le manquer. Une forte accolade et à la prochaine.